Mesdames, Messieurs, nous allons reprendre donc la seconde partie de notre exposé sur le développement et la gestion des projets carbone. Donc, on était à ce niveau et justement, on parlait de la question de la permanence. Donc, vous voyez la... Merci beaucoup. C'est juste pour une question d'éclaircissement. Et dans la présentation, vous avez parlé de l'écosystème des crédits carbone. Et à entendre le titre, moi je pensais peut-être que dans le développement, on devait nous dire comment est-ce qu'il faut faire pour avoir un crédit carbone. Mais selon les explications, ce que j'ai compris plutôt, ça a plus parlé du marché carbone. Est-ce qu'il y a une différence entre crédit carbone et marché carbone? Merci pour votre question. Oui, et il y a une nuance entre, donc, et comme je l'avais dit, les crédits carbone, c'est un type de résultat qu'on vend sur un type de marché. Et donc, au niveau du marché carbone, en gros, il y a deux catégories. Vous avez les marchés volontaires et les marchés de conformité ou marchés réglementés. Donc, quand vous êtes dans le marché volontaire, c'est tout ce qui est lié à Vera, Gold Standard, Plan Vivo. Quand c'est comme ça, c'est que c'est un marché volontaire. Mais les marchés réglementés, c'est quand, par exemple, vous passez par l'article 6.2, 6.4, où vous êtes sur un marché régional, comme le système de plafonnement et d'échange de crédit, d'échange de quotas de l'Union européenne. On appelle ça ETS-UE. Donc ça, c'est un marché réglementé, mais qui est différent de crédit carbone. Là, c'est un système d'échange de quotas. Donc ça, on rentre dans le domaine des marchés carbone. Et c'est aussi un autre niveau de complexité. C'est-à-dire que ça, c'est différent de ce qu'on appelle mécanisme de carbone, mais ça, c'est les mécanismes de tarification. C'est-à-dire que les pays de l'Union européenne se sont réunis et on pris un certain nombre de secteurs. Et on dit, ces secteurs-là, leur émission ne doit pas dépasser tel plafond. Donc, on plafonnait les émissions de ces secteurs-là. Donc, maintenant, quand ils plafonnent les émissions, ça veut dire qu'il y a une quantité de CO2 qui est autorisée. Et maintenant, on repartit cette quantité-là. Et en fonction de la capacité de mission de chaque entreprise, on dit, par exemple, vous êtes autorisé à émettre, par exemple, 10 gigatonnes. Vous êtes autorisé dans l'année à émettre 20. Vous êtes autorisé à émettre 30. C'est ça la notion de système de plafonnement et d'échange. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Ça veut dire que dans la réalité, si une entreprise, dans ses activités, va émettre au-delà du plafond qui lui est attribué, ça veut dire que cette entreprise-là doit aller acheter auprès de l'entreprise qui n'a pas utilisé toutes ces émissions pour compenser. Est-ce que vous voyez? Maintenant, s'il arrive qu'il n'y a pas d'entreprise, là, l'entreprise est obligée de venir acheter au niveau du marché volontaire, par exemple, de financer un projet pour pouvoir compenser ce qu'il a dépassé. Vous voyez? Donc ça, c'est d'autres niveaux. Ça, c'est les marchés carbone. Et donc, il y a en gros deux marchés. Il y a le marché de Californie. Il y a maintenant le plus gros marché qui est créé en Chine, qui est maintenant opérationnel. Quand vous allez en Asie Sud-Est, vous avez aussi les marchés de l'Indonésie, les marchés de Singapour. Vous avez différents marchés comme ça. Donc ça, c'est les mécanismes de tarification. Si vous prenez maintenant les taxes carbone, en Afrique, c'est seulement l'Afrique du Sud qui est en train de mettre en place ces mécanismes. Par exemple, la taxe carbone, elle est opérationnelle en Afrique du Sud. Mais les autres pays, aucun pays africain n'a pas encore émis la taxe carbone. Ça aussi, c'est un autre mécanisme de tarification.
Donc, voilà, c'est des notions assez spécifiques et un peu différentes. Mais c'est des marchés carbone, différents des projets carbone. Donc, les projets carbone sont comme les sources qui fournissent les crédits au marché. Est-ce que vous voyez? Donc, les projets carbone, là, sont des mécanismes qui fournissent des crédits au marché. Mais les marchés, généralement, c'est les lieux où on va aller vendre dans des crédits. Mais il y a des mécanismes qui sont créés et avec leurs règles de fonctionnement. Donc, quand on dit mécanisme carbone, c'est l'ensemble des règles qui encadrent un marché. Et quelle est la procédure pour arriver vers ce marché-là? C'est ça le mécanisme carbone. Maintenant, le marché carbone, c'est le lieu où on va aller vendre maintenant les crédits carbone. Mais ça, on pourra faire une présentation ou des discussions au moins de 2 jours sur tout ce qui est mécanisme de tarification de carbone. C'est parce qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière ça. Bon, donc, on peut revenir ici. Ici, donc, on parlait de la permanence. Vous voyez ce qu'on appelle engagement à long terme. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir un crédit carbone, de faire un projet, mais est-ce que vous êtes sûr que les crédits que vous mettez en place là vont pouvoir rester longtemps sans être évités? Et ça, quand nous allons revenir sur comment prouver l'additionnalité, on va vous montrer. En fait, quand on parle de l'additionnalité, vous allez voir que ça a beaucoup d'implications. Ce n'est pas seulement montrer que vous allez ajouter un surplus, mais aussi c'est de montrer que vous allez pouvoir garantir vos réductions, vos éliminations sur le long terme. Et donc, c'est quoi? Ça implique en quelque sorte que vous allez dire que non, si je ne vends pas les crédits carbone, je ne suis pas en mesure de garantir la durabilité de mes actions. Et donc, je dois vendre mes crédits pour que j'ai de l'argent pour garantir la durabilité des actions que je mène. Et c'est ça qui vous autorise à aller sur le marché carbone. Et c'est comme ça, quelque part, on prouve aussi l'additionnalité des projets carbone. Et donc, nous allons continuer. Maintenant, c'est comment on choisit donc le standard ou le programme de certification. Vous devez tenir compte du secteur et de la localisation du projet parce qu'il y a certains standards qui ne sont pas disponibles, par exemple, en Afrique. Donc, vous devez vous assurer que le standard est disponible dans votre région. Et vous devez aussi comparer les méthodologies approuvées par chaque standard pour voir est-ce que la méthodologie là correspond à mes besoins. Et évaluer aussi les coûts de validation. Est-ce que combien je dois dépenser pour la validation, la vérification et les redevances. Vous allez voir la nuance entre, quand on va évoluer, vous allez comprendre les nuances entre validation et vérification. Parce que ce n'est pas les mêmes choses. Le projet est validé, mais les crédits carbone sont vérifiés, c'est-à-dire les résultats sont vérifiés. Donc, il y a un cycle. À chaque fois que vous allez amener les résultats d'atténuation sur le marché, ces vérifications ces crédits doivent faire l'objet d'une vérification. Et donc, combien ça va me coûter? Donc, il faut évaluer tout ça là. On ne se lève pas comme ça pour choisir le standard. Maintenant, vérifier la demande du marché. Est-ce que le marché que je vise là cherche ces crédits-là par rapport à mon projet? Est-ce que si je fais ce projet-là, est-ce que je vais trouver le marché? C'est important de connaître tout ça là pour opérer un bon choix. Donc, comme je le disais, si vous regardez, ça c'est un standard. Ça c'est gold standard. Ça. Donc, si c'est comme ça l'univers. Et donc, ça se présente. Vous voyez? Donc, si vous venez ici, c'est les objectifs. Donc, ça, c'est les développeurs de projets. Donc, ils ont mis tout le processus, comment ça se fait. Et vous voyez les coûts de certification.
Donc, tout est là. Le processus de certification. Ça, les principes du standard. Ça, c'est le scoop, c'est les catégories. C'est-à-dire les catégories de projets qui sont éligibles. Et donc, la structure du standard. Donc, les initiatives de marché, les développeurs. Donc, quand vous êtes une compagnie, c'est-à-dire une entreprise, les investisseurs, le gouvernement, quand c'est un individu, donc tout est là. Si vous cherchez des informations, donc ça c'est les détails. Après, donc c'est l'univers de chaque standard. Ça. Si vous voulez, donc ça c'est le standard Vera. Donc les différents programmes de Vera sont là. Je vous parlais que généralement, vous avez vu, tout est Vera, mais c'est ici. Ça, c'est ça qui est utilisé pour la plupart des projets carbone. Ça, c'est ce qui avait été là le lundi. Je vous parlais du RED+, le standard imbriqué spécifique au RED+, c'est ça. Ça, c'est ce que je présentais. Ça, c'est pour les questions de biodiversité. Ça, c'est un standard pour certifier le biodiversité, les crédits biodiversité. Il y a aussi les crédits biodiversité qui ont aussi leur spécificité. Donc, ça, c'est pour les crédits biodiversité. Ça, c'est tout ce qui est développement durable. Et ça, c'est spécifique aux sachets plastiques, les déchets plastiques. Donc, il y a des standards pour tout ce qui est lié aux sachets plastiques, la réduction des déchets plastiques. Donc, dans Vera, là, il y a plusieurs standards. Après, vous allez voir, on va rentrer dedans et vous allez voir d'autres choses. Alors, maintenant, comment choisir la méthodologie? Ça, c'est la méthodologie, ça. Pour choisir la méthodologie, par exemple, ça, c'est Vera. Quand vous rentrez dedans, vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodologies. Et il y a des méthodologies actives et les méthodologies non actives. Et donc, avant de choisir, il faut vous assurer que la méthodologie là est active. Donc, quand vous prenez chaque secteur, vous devez aller dedans. Donc, on va ouvrir ça comme ça. Vous voyez? Donc, vous voyez, il y a les méthodologies actives. Ça, c'est les méthodologies de notre, comment on appelle, le MDP, mécanisme de développement propre, qui était développé dans le cadre du protocole de Kyoto. Vous avez les outils, les modules de ces méthodologies. Vous avez des méthodologies qui ne sont plus actives. Et donc, n'allez pas choisir une méthodologie qui n'est plus d'actualité. Vous voyez? Et donc, vous pouvez voir les différentes méthodologies qui existent. Donc, vous êtes dans Vera, mais dans Vera, il y a plusieurs méthodologies en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, quand vous êtes, par exemple, dans le secteur des réfrigérants, tout ce qui est lié au gaz, les CFC, tout ça là, pour lier à la couche d'ozone et autres. Donc, si vous voulez faire un projet dans ce cadre-là, voilà une méthodologie qui est là. Mais généralement, par exemple, nous, si vous voulez faire un projet sur, par exemple, ça c'est l'amélioration de la gestion forestière. Donc ça, c'est dans le domaine de la foresterie. Donc vous avez vu, on a dit amélioration, méthodologie pour les méthodes améliorées de la gestion forestière. Mais ça, c'est un gros paquet. Et on a ajouté, c'est-à-dire l'augmentation de l'âge de rotation. Ça, ce qu'on a ajouté là, ça change tout. Ça veut dire que si ton projet vise à augmenter l'âge de rotation de l'exploitation d'une forêt, tu dois choisir cette méthodologie. Sinon, tu peux avoir même une autre méthodologie, si ce n'est pas ça que tu veux faire. Par exemple, vous voyez ici, c'est le même titre.
Regarde, méthodologie pour l'amélioration de la gestion forestière. Mais ici, c'est quoi? On dit conversion des forêts exploitées en des forêts protégées. Donc, si tu veux faire, tu as des forêts qui sont en train d'être exploitées, mais tu veux réduire leur exploitation pour mieux les protéger, tu ne dois pas choisir, tu dois choisir cette méthodologie. Alors que le titre, c'est le même titre, mais en fonction de l'activité que tu veux faire, il y a une méthodologie à choisir. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on veut faire un projet carbone, ça ne veut pas dire qu'on ne touche plus à la forêt. Par exemple, quand je prends ici, on dit, regardez ce que ça veut dire. Je vais faire, par exemple, ici, on dit gestion améliorée de la forêt. Donc, augmenter l'âge de rotation de l'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement de façon concrète? Ça veut dire, par exemple, que j'ai une forêt et j'ai mis en place des assiettes annuelles de coupe. Est-ce que vous voyez? Donc, prenons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai des assiettes annuelles de coupe. Ça veut dire que j'ai dit, dans ma forêt, je vais faire 8 assiettes. Ça veut dire quoi? Ça fait 8 ans. Et à un moment donné, je fais un projet carbone et je dis, je vais étendre l'âge de rotation. Qu'est-ce que ça implique de façon technique? Ça veut dire, par exemple, que la rotation ici, ça fait 8. Je peux dire, j'amène ça de 8 à 16. Ça veut dire qu'une parcelle, au lieu qu'elle soit exploitée chaque 8 ans, elle va être exploitée chaque 16 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, si je le fais comme ça, ça veut dire que je divise chaque assiette initiale en 2 assiettes. Vous voyez? Ce faisant, ça entraîne quoi? Ça entraîne une augmentation du stock de carbone. Ça veut dire que je laisse la forêt se régénérer davantage avant de revenir couper. Et donc, c'est la différence là que j'ai créée en augmentant les assiettes de coupe, les assiettes annuelles de coupe. C'est cette différence-là que je capitalise comme donc des gains que je peux amener sur le marché du carbone. Et vous devez aussi tenir compte de quoi? De ce que nous appelons les taux de croissance annuels des espèces. Donc, ça, alors que c'est un projet de gestion amélioré, ou bien on dit, en français, on va dire amélioration de la gestion forestière. C'est un projet d'amélioration de la gestion forestière, mais ce n'est pas l'objectif, c'est d'augmenter l'âge de rotation. Donc, c'est l'âge de rotation que j'augmente. Ce n'est pas la même chose lorsque, par exemple, j'ai une forêt qui est exploitée et je crée des conditions pour mieux la protéger. Donc, vous voyez, donc, c'est pour ça que c'est important de tenir compte de la méthodologie. On ne choisit pas la méthodologie comme ça. Donc, vous voyez que souvent, on se dit que si moi j'ai une forêt, je ne veux pas la couper parce que je vais amener sur crédit carbone. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'on ne la coupe pas qu'on va gagner des crédits carbone. C'est quelle action tu fais. Et donc, si je rentre dedans. Si vous rentrez dans la méthodologie, ils vous disent quand est-ce que cette méthodologie est active. Donc, vous voyez, ça a été activé le 16 mai 2023, que cette méthodologie a été validée. Et donc, vous pouvez voir toutes les informations. Maintenant, si vous voulez faire un projet de ce genre, ça veut dire que c'est cette fiche-là que vous devez télécharger. Et donc, quand vous rentrez dedans, c'est cette fiche-là que vous devez utiliser pour répondre à toutes les questions
qui sont là. Et vous voyez, donc, vous voyez comment vous allez établir votre baseline, quelles sont la zone du projet, comment vous prouvez donc l'additionnalité. Donc, vous voyez, on dit comment quantifier les émissions d'émissions réduites ou les émissions supprimées. Alors, on va revenir, vous allez voir la nuance entre ce qui est supprimé et ce qui est réduit. Ce qui est supprimé de l'atmosphère et ce qui est... Et vous allez voir quel type de projet qu'est-ce que je vais dire? Conduit à une élimination ou à une réduction des gaz à effet de serre. C'est dans un tableau, donc c'est facile à cerner. Comment on prouve l'additionnalité? Donc, tout ça là, comment on fait le suivi? Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait nous-mêmes et que toi-même, tu te mets à remplir. Donc, tout ça là, c'est décrit. Les formules, ce n'est pas toi-même qui invente. Tout est déjà là. Et donc, tu dois les utiliser. Donc, si vous allez avec les bureaux certifiés, eux, ils ont déjà tout intégré dans leur tableur Excel. Et on intègre les données et on vous sort tous ces calculs. Ce n'est pas que tu vas prendre une calculatrice pour faire. Hein. Maintenant, l'autre chose qui va jouer, c'est avec quoi tu prends tes mesures. Les méthodes de prise de données sur le terrain. Si par exemple chez nous, tu utilises les rubans, là, des tailleurs, là, ça ne compte pas. Parce que ce n'est pas des méthodes conventionnelles. Donc tu dois utiliser les appareils. J'ai quelques appareils que je voulais amener. Par exemple, pour évaluer la hauteur des arbres. Il faut un vrai compas du forestier pour prendre les diamètres. Il faut les outils pour prélever le sol. Tout ça là. Donc, on vérifie tous les équipements, qu'est-ce que tu utilises, tout ça là. Ce n'est pas que on prend quelque chose. Et donc, c'est sur ça qu'on va valider. Donc, vous voyez, non, voilà, les équations, les formules, ce n'est pas vous qui allez faire quelque chose. Donc, en fonction de la méthodologie, c'est tout ça là que vous devez, comment on va prouver l'additionnalité, comment vous allez faire le baseline, tout ça là, voilà. Donc, comment vous allez prouver en fonction de la méthodologie. Vous voyez, donc c'est ces éléments-là que je voulais partager avec vous. Donc, s'il y a des gens qui veulent approfondir dans le domaine, donc si vous voulez faire un projet RED+, si vous voulez, il y a une forêt qui est moins productive et vous voulez l'amener à être plus productive. Ça, c'est la méthodologie que vous devez utiliser. Imaginons que vous avez une forêt où il y a moins d'arbres à exploiter. Et donc, votre intervention vise à mettre des arbres qui ont plus de valeur pour vous et à les exploiter. Donc, c'est quoi? Ça c'est lié à quoi? À tout ce qui est enrichissement. Où vous avez une forêt qui est moins... Ça dit que les essences exploitables sont moins nombreuses. Et vous intervenez pour mettre des espèces qui vont être exploitées pour rendre la forêt plus productive. Donc, à ce moment, voilà la méthodologie que vous devez utiliser. Si vous êtes à l'échelle d'un processus RED+, mais vous intervenez à l'échelle d'un paysage donné. La notion de paysage, c'est, par exemple, si je prends le parc Fazao Malfa Kassa avec ses périphéries. Ça se comprend comme un paysage. Il y a le parc qui est le cœur de l'aire protégée et il y a les périphéries avec les forêts communautaires qui entourent. Ça, vous intervenez à l'échelle d'une mosaïque, c'est-à-dire, mosaïque veut dire un ensemble de paysages, donc différents éléments. Et comme je l'ai dit, la notion de forêt dans ce contexte-là, ce n'est pas forêt dans le sens écologique, comme on l'a vu le lundi, là, pour ceux qui étaient là. La forêt, donc chez nous, dans ces processus, tout ce qui est savane arborée, savane boisée, forêt claire, les forêts denses sont considérées comme des forêts. Et donc, si vous intervenez comme ça, c'est tous ces éléments-là. Si je fais un projet RED+, simple, à l'échelle du pays, voilà la méthodologie qui est là. Ça, c'est
par exemple, tout ce qui est lié à aux constructions. Ça, c'est par exemple pour les forêts du Nord, c'est-à-dire les forêts de l'Europe. Nous, on n'a pas ces forêts. Donc, tu ne peux pas prendre une méthodologie des forêts tempérées et des forêts boréales pour faire pour les forêts tropicales. Donc, il faut bien connaître ces méthodologies-là. Si vous voulez, par exemple, réduire l'exploitation, vous créez, vous avez une forêt qui n'a pas de plan d'aménagement. Quand je dis plan d'aménagement, ce n'est pas ce qu'on fait, vous rédigez un document, vous laissez dans les tiroirs et vous dites que la forêt a un plan d'aménagement. C'est le vrai plan d'aménagement, c'est-à-dire que vous avez créé le frais, c'est-à-dire que vous avez fait le zonage. Vous avez dit telle zone a telle vocation, vous respectez, vous avez défini des mesures à appliquer. Et que à partir de cet instant, ce plan, lorsque vous avez fait ce zonage où vous confiez des vocations à des espaces spécifiques, vous pouvez dire ici, on va laisser ça pour faire de l'agriculture ou de l'agroforesterie. Ici, ce n'est pas parce que vous faites de l'agriculture, mais si votre agriculture est contrôlée dans un espace donné, c'est valable. Mais nous, on pense qu'il faut laisser les forêts cadenasser. Non, mais là, vous n'aurez jamais de crédit carbone. Notre façon de réfléchir à la gestion des forêts ne va même pas, c'est loin des projets carbone. Il faut que la ressource serve aux populations à améliorer leurs conditions de vie. Et jamais si nous, tel qu'on réfléchit les choses, que non, on a protégé, on a interdit, on a fait ça, vous n'aurez rien. Le projet carbone, ce n'est pas ça. C'est un peu. Donc, vous voyez, toutes ces actions qui visent, par exemple, vous avez, ça c'est la méthodologie pour éviter la déforestation non planifiée. C'est-à-dire que vous n'avez pas de plan d'aménagement. Vous faites un plan d'aménagement et vous contribuez à minimiser l'exploitation anarchique. Désormais, vous avez dit, on va prélever ici, à telle année. Ici, on va prélever à telle année. Ici, à telle année. C'est ça. À ce moment, vous faites la gestion de l'exploitation non planifiée. Donc, votre projet vise à éviter donc l'exploitation non planifiée. À ce moment, ce projet fait du sens et c'est donc un projet carbone. Il y a plein de méthodologies. Vous voyez, ça, on était seulement sur la première page. Ça. Donc, si vous allez à la deuxième page, vous voyez, il y a plein de choses. Ça, c'est le clean cooking. C'est tout ce que... Bon, ça, c'est le fort que beaucoup font là. Les histoires de foyers améliorés et autres là. Je reviendrai pour vous dire les conséquences de tout ça là. Maintenant, si on le voit, donc je pense qu'on a beaucoup discuté. Vous avez compris ce que c'est que les projets carbone. Et donc, vous avez une idée de la méthodologie, comment choisir la méthodologie. Alors, ceci étant présenté, je veux qu'à la fin maintenant, quelques-uns vont répondre à cette question. Quelles leçons tirez-vous de la compréhension des différentes méthodologies présentées eu égard à vos activités menées sur la gestion durable des forêts au Togo? À partir de ce que vous avez compris là, quelle auto-évaluation nous-mêmes on se fait? Est-ce qu'on est dans la bonne voie ou bien on devrait plutôt améliorer notre façon d'intervenir? Parce que c'est ça qui est à la base des conflits, si je vais anticiper là. Parce que notre compréhension de la gestion améliorée, ce n'est pas ça. C'est plutôt interdit ceci, ne pas couper ceci, non, c'est plutôt la réglementation. Donc, parfois, nous-mêmes, on est à l'origine des problèmes. Et donc, en tout cas, c'est mon avis personnel. Et donc, si on va maintenant voir qu'est-ce que le système MRV. Parce que généralement, le MRV, les gens pensent que c'est seulement au niveau, à l'échelle nationale. C'est vrai qu'il y a le MRV
D'abord, par secteur, vous voyez, au niveau national, c'est le sens qu'on donne au MRV. C'est-à-dire que vous avez un système mesure reporting du pays qui est pour suivre les émissions des gaz à effet de serre au niveau national et au niveau sectoriel, surveiller les réductions d'émissions générées par les projets et assurer la transparence et l'exactitude des données. Ça, c'est au niveau national. Ça. C'est le rôle des MRV au niveau national. Maintenant, vous avez aussi l'inventaire national, comme mon cher frère avait anticipé pour vous présenter les inventaires EDU et inventaire national. C'est ça leur rôle. Vous avez aussi les méthodologies à prouver. L'ensemble là rentre dans le système MRV au niveau national. Et leur objectif de chaque système, c'est ça qui est ici. Maintenant, au niveau des projets carbone, quand vous avez un projet carbone, son système MRV, c'est un cadre méthodologique pour assurer la transparence, la crédibilité, l'intégrité des projets carbone. Donc, il va permettre de quantifier, vérifier les réductions ou les absorptions de gaz à effet de serre générées afin que celles-ci puissent être certifiées et éventuellement converties en crédit carbone. Parce que, comme je l'avais dit en introduction, ce n'est pas ce que vous avez déjà qui est crédit carbone. C'est quand on va faire la conversion qu'on va les appeler crédit carbone. Donc, alors, donc vous voyez pourquoi les MRV. Donc, le MRV, c'est pour éviter le greenwashing, c'est-à-dire les fausses déclarations. Les gens peuvent dire, mon projet entraîne telle réduction ou tel gaz, alors que c'est faux. Ici, le MRV, c'est que tout doit être prouvé avec des preuves scientifiques. C'est pour ça que les projets carbone, ce n'est pas des déclarations ou savoir écrire les rapports. C'est des choses prouvées. Tout doit être bien prouvé. Ce n'est pas quelque chose où on sait écrire non, ou bien on s'arrange entre nous. C'est pour ça que vous allez voir. Maintenant, l'additionnalité, c'est que vous devez prouver que le projet n'aurait pas eu lieu sans le financement carbone. Donc, maintenant, pour permettre d'acheter vos crédits, vos résultats d'atténuation, vous devez donc avoir un système d'MRV pour avoir la confiance des acheteurs. Parce que les gens qui achètent doivent s'assurer que ce que vous vendez est réel et que lui s'engage dans quelque chose de vrai. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, quelles sont les composantes d'un système MRV des projets carbone? C'est d'abord, il y a les trois parties. La première, c'est collecte de données. Vous devez mettre en place un système qui permet de vérifier le baseline, donc avant la mise en œuvre du projet et au cours de la mise en œuvre. Adopter des méthodes, des protocoles standardisés de collecte de données. Avoir des outils validés pour la collecte des données, notamment les capteurs, les satellites, les enquêtes ou les modèles scientifiques qui sont intégrés pour évaluer les réductions occasionnées et autres là. Donc, c'est ça. Maintenant, le reporting, c'est quoi? C'est que vous devez élaborer des rapports assez méthodologiques et basés sur des données pour démontrer les résultats d'atténuation, c'est-à-dire les quantités de CO2 qui ont été réduites ou séquestrées. Et assurer donc la transparence. Ça veut dire que vous devez soumettre, la notion de transparence, c'est que soumettre ces rapports à des organismes certificateurs et aux autorités nationales. Ça veut dire que si tu t'engages dans un projet carbone, une fois que toi, tu as mis en place ça, pour que tes résultats soient valables, une fois que tu as fait le rapport, tu dois soumettre le rapport et les bases de données aux certificateurs, aux autorités nationales. Pour que nous, en retour, par exemple, nous, je vais dire le ministère de l'Environnement, et donc le chargé de contrôler tout ça, là, on puisse aussi reprendre les calculs, aller sur le terrain, vérifier pour dire que oui, ce qu'il a dit, ce n'est pas une question de négociation comme d'habitude. On va dire, bon, c'est entre nous. Non, ça ne passe pas comme ça. Après, c'est quoi la vérification? C'est que vous devez faire l'audit, un audit indépendant. Il faut que les auditeurs
Et vous allez voir, les auditeurs puissent vérifier, aller sur le terrain, l'exactitude de vos déclarations et aussi certifier vos résultats. Donc, c'est tout ça là qu'on attend par le MRV d'un projet carbone. Et alors, quels sont les éléments à prendre en compte dans la conception? Il faut d'abord donc définir le baseline, c'est-à-dire l'état de référence, sélectionner les indicateurs clés à suivre, la qualité et la précision des données, la fréquence de collecte des données, et aussi faire en sorte que les parties prenantes, notamment les populations, soient bien informées et s'engagent dans le processus. Tous ces éléments-là sont vérifiés pour voir si vous allez mentir aux populations. Vous faites des choses, vous ne leur dites pas la vérité. Est-ce que les populations sont au courant? Est-ce que ce que vous faites, c'est vrai? Tout ça, là, vous devez avoir donc des modèles assez clairs pour dire la vérité aux communautés. Donc ça, c'est juste un exemple d'un projet carbone. Je vous parlais de l'amélioration de la gestion forestière par l'extension de l'âge de rotation. Donc voilà, par exemple, toutes les conditions qu'il faut respecter si vous vous retrouvez dans ce cas-là. Et ici, voilà, vous devez fournir la superficie à l'hectare. Les mesures doivent être réalisées, les unités là, les superficies exprimées en hectares, les diamètres en centimètres, les hauteurs totales en mètres, les biomasses calculées suivant les formules dont hauteur, la biomasse aérienne. Vous devez tout ce qu'il faut mesurer, la méthodologie de quantification, les mesures de terrain, des parcelles, et même on va jusqu'à géoréférencer chaque arbre. C'est-à-dire que vous devez géoréférencer chaque arbre. Donc, une fois que l'arbre est perdu, on le voit. Ce n'est pas un truc où c'est en fonction de la superficie. Si la superficie est grande, on prend seulement des parcelles. On échange. Mais si c'est une petite superficie, vous devez géolocaliser chaque arbre, positionner ça, et qu'on voit, on connaît les coordonnées de chaque arbre, on peut visualiser ce arbre-là. Donc, les projets carbone, quand moi je vois les gens, leur compréhension, ce n'est pas un truc, c'est d'abord technique scientifique. Ce n'est pas un truc qu'on fait comme ça. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup se tournent vers les trucs de foyer améliorés parce que et leur crédit, il y en a même qui vont faire, ils ne pourront pas être achetés. C'est beaucoup de complications. On va y revenir. Donc, alors, il y avait la question du grand frère là, sur, bon, lui pensait que quand on a dit écosystème là, c'est maintenant la réponse ici. Alors, ça c'est le cycle de vie d'un projet carbone. Quelles sont les différentes étapes qu'on va parcourir pour arriver et mettre tout ça là? C'est plutôt ça. C'est au niveau de l'écosystème, ça parle des acteurs et les échanges qui existent entre les acteurs. Mais ici, c'est exactement ici. Par où je commence mon projet carbone? Ça veut dire que je fais d'abord l'étude de faisabilité, on conçoit le projet, je prépare les grandes lignes du document, je soumets ça aux auditeurs indépendants, je l'enregistre après validation auprès d'un standard et je fais la mise en œuvre. Donc, quand je fais la mise en œuvre du projet, ici maintenant, ça fait ce cycle-là qui se fait périodiquement. Ça veut dire à chaque fois que je procède à la vérification par un régulateur. Et ce vérificateur-là, il doit être différent de celui qui a fait ici la validation du projet. Ça ne peut pas être la même personne. Parce que celui qui a validé le projet ne peut pas assurer la vérification des résultats. Et donc, quand vous arrivez ici, à chaque fois que vous devez émettre des crédits, vous devez toujours faire ce cycle-là. C'est pour ça ici, c'est tourné comme ça. Et après, maintenant, ça fait toujours, vous émettez. Quand vous arrivez ici, vous émettez les crédits périodiquement. À chaque fois que vous faites le cycle, vous donnez des crédits. Quand vous faites le cycle, vous donnez des crédits. Donc, en gros, c'est comme ça fonctionnent les projets carbone. Donc, un projet carbone, ses résultats, ce n'est pas seulement 1 an ou 2 ans. Donc, c'est périodique.
Vous pouvez, il y a une temporalité. Vous pouvez émettre chaque 2 ans, chaque 1 an, chaque 8 mois, chaque 18 mois, selon le type de projet. Et à chaque fois, vous faites ce circuit-là, cette vérification-là. Je pense que c'est un peu clair là. Mais on va voir. Chaque étape, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, les 3 étapes sont donc appelées comme planification. Et donc, vous voyez tout ce qu'il faut faire. Et maintenant, la validation, on décrit tout ce que cela fait. La validation, ça ne se fait pas au bureau seulement. Ça implique donc une visite de terrain où les gens vont aller avec la documentation, visiter le site, vérifier les données, et ils font un rapport. Donc, après ce rapport, et souvent, on prend quelqu'un du pays qui accompagne, mais il ne signe pas le rapport. Et par exemple, mon frère Edou, qui est le point focal, ne peut pas se mêler à ça. Si jamais on constate que lui, il a accompagné quelqu'un, on annule le projet parce qu'il y a conflit d'intérêts. Ça, c'est donc la phase de validation. Je vous donne une idée. Voilà un peu les groupes de certificateurs en fonction du standard. Quand vous êtes dans le standard MDP, voilà ces différents groupes, ces bureaux-là qui assurent le rôle de vérificateur et de validateur. Donc, eux-là, ces groupes-là, ces cabinets d'études-là sont liés au MDP et sont accrédités auprès d'eux. Donc, ça, c'est un système de l'ONU. Et c'était comme ça, on validait les projets MDP. Mais le mécanisme existe et les résultats sont vendus, même si le protocole de Kyoto n'existe plus. Et donc, quand vous êtes dans Vera, voilà les différents groupes qui s'occupent de la question de validation. Quand vous êtes dans Gold Standard, voilà les différents acteurs qui interviennent pour faire le boulot de... Quand vous êtes dans l'article 6, le 6.4 qui est supervisé par la Convention, ils sont en train de mettre en place, mais pour le moment, ils utilisent un peu le MDP pour les validateurs qui assuraient le MDP pour faire le boulot. Donc, voilà un peu comment les choses se présentent dans la pratique. Donc, ce n'est pas aller prendre quelqu'un qui est pendant l'université de Lomé pour dire de te faire ou de Cara, de te faire la validation. Il faut être accrédité et être reconnu pour ce boulot-là. C'est comme ça. Mais si quelqu'un veut le devenir, c'est possible aussi. Il suffit de se renseigner et se faire élire. Et ça peut aider notre pays parce que quand vous êtes dedans, vous avez les bonnes informations et vous pouvez mettre donc votre connaissance à la disposition du pays pour nous aider. Les autres pays arrivent à faire plus de projets parce qu'ils ont d'abord des experts dans le système et qui connaissent bien comment ça se passe parce que tout est lié à une question d'astuce. Voilà. Et donc, l'enregistrement, une fois enregistré auprès du standard, c'est bon. Maintenant, la mise en œuvre se fait et à chaque fois, on fait la vérification pour émettre des crédits. Maintenant, la délivrance, une fois les crédits sont vérifiés, les réductions, les éliminations sont confirmées, on va maintenant les délivrer. Et après, une fois que c'est délivré, on doit les enlever du registre du certificateur. Donc, vous avez fait le tour du cycle. Donc, voilà comment vit un projet carbone dans son ensemble. Et là, ici, on nous présente pourquoi les audits sont vraiment importants. C'est pour garantir la crédibilité, la confiance des projets, et l'exactitude des réductions, des suppressions, et évaluer l'additionnalité, l'intégrité, et permettre au crédit carbone et leur acceptation sur le marché, le respect des normes et méthodologies, prévention de la surestimation ou du double comptage, identifier les risques de fuite ou de on va revenir sur ces questions. Fuite, ça veut dire que, par exemple, tu fais un projet carbone dans une forêt, la forêt d'Alibi, et tu l'as bien protégée. Et alors que les mesures que tu as mises en place, ces gens-là sont partis exploiter dans une autre forêt. Ça veut dire que tu n'as rien fait. Ça veut dire que tu as entraîné les fuites. Ça veut dire que tes mesures n'ont pas réglé le problème. Tu as
déplacer le problème ailleurs. C'est ça, on parle de fuite. Donc, la notion de fuite, c'est ça. Maintenant, la notion de permanence, c'est que tu dois prendre des dispositions pour garantir la durabilité des actions. Alors, les grandes catégories de projets. Il faut bien comprendre ça. Les deux définitions. Les solutions naturelles pour le climat, c'est tout ce qui entraîne conservation, restauration, amélioration de l'utilisation et la gestion des écosystèmes afin d'augmenter le stock de carbone ou réduire les émissions de gaz, des émissions de carbone. Et ici, à la différence des solutions basées sur la nature, vous allez entendre beaucoup plus l'expression, c'est que ici, vous allez associer, au-delà de tout ce qui est avantage sur le climat, il y a tout ce qui est relève de social, de l'économie, de l'environnemental qui s'ajoute. Donc, les solutions basées sur la nature, ce n'est pas la même chose que les solutions basées sur le climat. Quand on dit ces solutions basées sur la nature, ça veut dire que ça a des implications socio-économiques et environnementales. Les solutions basées sur le climat, ça veut dire que ça n'implique pas forcément il n'y a pas d'implications socio-économiques ou environnementales, mais vous visez à augmenter le stock de carbone seulement. Mais quand c'est les solutions basées sur la nature, ça veut dire qu'au-delà d'augmenter ou de supprimer les stocks, les émissions, vous êtes en train d'agir pour améliorer les conditions de vie socio-économiques des populations en ce moment. C'est pour ça que ces notions doivent être bien comprises parce que ça a des implications même sur la qualité de vos produits et leur prix. Alors, ceci étant, nous allons voir quelles sont les catégories de projets. Donc, comme je le dis, c'est un classement normal en 4 catégories, mais en même temps en 2 catégories. Qui voit ça? Regardez, les projets de réduction de carbone. Tout ce qui est listé ici, quand vous vous engagez dans un type de projet comme ça, vous êtes en train d'entraîner seulement la réduction. Mais quand vous êtes ici, vous êtes en train d'entraîner l'élimination. Et généralement, les solutions, et en même temps, vous avez 2 types de projets. Il y a les solutions basées sur la technologie et il y a les solutions basées sur la nature. Donc, tout ce qui est ici, là, c'est tout ce qu'on regroupe dans les solutions basées sur la nature. Mais tout ce qui est ici, c'est tout ce qui est solution basée sur la technologie. Mais après, on les classe aussi dans qu'est-ce qui est projet d'élimination, qu'est-ce qui est projet de réduction. Généralement, ceux-ci, leur prix est plus élevé que ceux-là. Et donc, vous allez voir les trucs de four et autres combustibles, efficacité de l'offre, de la demande d'énergie. Tout ça, là, ça, c'est des solutions basées sur la technologie. Et donc, ça n'a pas les mêmes prix. Quand tu fais, par exemple, un projet RED+, au niveau du site, ou un projet RED+, au niveau d'un État. Parce qu'il y a 2 catégories de projets RED+. Il y a des projets individuels et il y a des projets à l'échelle nationale. Mais quand tu fais les projets de foresterie, reforestation et afforestation, ce que j'aime bien ce terme. C'est en anglais, mais c'est actuellement utilisé en français. La reforestation, c'est ce que nous, on appelle ici reboisement. Ça veut dire qu'il y avait une forêt qui a été détruite et on est en train de la reconstituer. En ce moment, on parle de reboisement. La forestation, ça veut dire que le milieu n'était pas forestier, mais vous voulez vous engager des actions pour amener ce milieu à devenir une forêt. C'est très important, ces notions-là, parce que tout ça là a des implications dans le contexte des projets carbone. Et donc, si vous voulez, chez nous, si tu veux bien faire les choses, même vous allez voir que généralement, les ONG, ça je m'adresse aux ONG, vous allez voir généralement, on ne va jamais vous financer un projet de reboisement. La manière dont vous formulez le truc, personne ne vous donnera de l'argent pour dire reboisement. Il y a même des institutions qui refusent de financer le reboisement. Allez formuler un projet reboisement, on ne va pas vous financer. Mais si vous utilisez des expressions ou bien vous regardez une méthodologie dans les projets carbone, vous écrivez ça bien, vous allez obtenir plusieurs financements qui vont vous permettre de venir faire le reboisement comme on le dit. Mais
si vous dites à quelqu'un reboisement, on ne va pas vous donner de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire ce partage d'informations pour nous permettre de mobiliser plus d'argent pour notre pays. Quelqu'un parlait de l'agroforesterie et tout ça là. C'est tout ça là qui est ici. C'est toutes ces actions-là. Je parlais de la minéralisation. Ça, par exemple, c'est l'amélioration de la minéralisation ou de l'altération des roches. C'est ce que je donnais comme exemple en disant que, par exemple, vous pouvez casser des roches, aller les épandre dans un milieu, dans un champ, et donc les réactions chimiques qui vont enchaîner vont contribuer à stocker du carbone qui va sur le long terme. Et là, ça, c'est des projets qu'on peut bien financer. Ou bien vous les mettez en mer pour contribuer à capter avec les réactions, parce que quand vous jetez les roches, il y a des réactions. Quand vous cassez les cailloux, et ces cailloux sont en contact avec la nature, il y a des réactions chimiques qui se créent, qui contribuent à stocker du carbone. Généralement, les roches comme basalte et d'autres roches comme ça. Donc, ça, c'est des technologies qui contribuent à éliminer. Donc, tout ce qui va sortir, c'est-à-dire que le CO2 qui est déjà dans l'air, et maintenant, l'action contribue à sortir ce CO2 de l'atmosphère, est compris comme élimination. Mais quand, par exemple, vous faites les projets de foyer amélioré, vous ne réduisez pas ce qui est déjà dans l'atmosphère. Votre action vise à réduire les émissions, c'est-à-dire à ne plus émettre. Et ce n'est pas sûr qu'à la fin, ça contribue à ça. Donc ça, c'est classé dans les projets de réduction. C'est pour ça que les prix ne sont pas les mêmes. J'espère que la notion là est un peu claire. C'est-à-dire, le gaz qui est déjà dans l'atmosphère, quand on mène des actions dans cette colonne-là, ça permet de sortir les gaz-là de l'atmosphère. C'est pour ça qu'on les appelle les projets d'élimination du carbone. Mais si tu fais des actions qui vont contribuer à éviter d'émettre les gaz à effet de serre, ça, c'est classé comme des projets de réduction. Est-ce que vous voyez? Donc, et c'est l'ensemble des actions-là. Quand tu mènes ce type d'action, voilà ce que ça entraîne. Ça entraîne une réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Mais quand tu mènes ça, ça entraîne une élimination de ce qui est déjà dans l'atmosphère. Et donc, va le sortir pour le capter, le stocker sur le long terme. C'est pour ça que vous allez voir les projets, par exemple l'agroforesterie, la gestion des forêts. C'est des projets qui sont très recherchés. Mais n'allez pas utiliser des espèces exotiques comme Mélina, Sénéa, Siamea, pour dire qu'on va te payer. Ça, c'est dangereux. Tu risques de plutôt ne rien avoir. Parce que c'est, en termes d'impact, ces espèces-là n'ont pas un impact. Et quand on va parler des co-bénéfices, vous allez encore mieux comprendre. Donc, c'est toujours la suite de ce que je présentais là. Et donc, ceci étant, comme M. Edou avait dit que nous, c'est la foresterie. Donc, vous voyez, quand on prend l'ensemble des secteurs, c'est tous les secteurs, ça. Maintenant, quand vous prenez ce secteur, voilà les catégories de projets qui sont dans le système Vera, par exemple. Et donc, on a 6 catégories de projets. Mais j'ai laissé ces abréviations parce que si vous allez dans c'est toujours en anglais. Il n'y a pas un projet carbone en français. Hein. Si vous ne vous débrouillez pas en anglais, ne venez pas ici. Hein. J'espère que vous avez déjà vu ça, non? Hein? Tout est en anglais. Il n'y a même pas un seul mot français. Tout est en anglais. Donc, j'ai laissé ces abréviations qui sont en anglais pour vous permettre de vous retrouver. Si quelqu'un veut aller chercher, ça, c'est par exemple, c'est fait pour tout ce qui est savane et prairie. Souvent, nous, on les néglige. Or, ils ont un grand potentiel aussi de stock de carbone. Mais c'est surtout même dans ça que beaucoup de pays sont. J'ai vu les gens du Kenya qui ont plus beaucoup d'argent. Je voyais quand j'avais présenté, les gens disaient que non, il n'y a rien. Non, on gagne toujours.
au-delà des paiements que vous avez vus, les redevances, celui qui fait ça gagne. Hein. Moi, je ne peux pas. J'ai vu beaucoup de modèles dans le monde, pas seulement en Afrique, hein, parce qu'on présente tout ce qui se passe dans les autres pays, on discute, on voit. Il y a toujours, vous gagnez, vous ne perdez pas. Et donc, et souvent, nous, c'est pour ça qu'on dit, on voit trop le monétaire, le cash flow. Comment on dit là? La liquidité, voilà. On voit trop la liquidité, près la main, alors qu'il y a d'autres choses qu'on gagne. Parfois, ça peut ne pas être même votre crédibilité. Pour moi, c'est plus que de l'argent. Hein? Oui, mais nous, ici, on veut toujours seulement monétaire, là, comment, cash flow, là. Hein? du cash. Et ça, il faut qu'on arrive à faire un effort pour évoluer comme ça. Parce que les anglophones, quand vous les voyez, ce n'est pas comme ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi nous, on est arrivé à ça. Et donc, vous avez tout ce qui est restauration, conversion des zones humides. Donc ça, c'est pour le colonel Agbeti, là, avec ces zones humides. Quand on dit zone humide, ça implique tout. Ce qui est mangroves, les mares, tout ça là, les cours d'eau, tout ça là est dedans. Donc, ceci étant, vous voyez la différence. Quand on dit projet d'amélioration de la gestion forestière, voilà l'objectif que ça vise. C'est pour optimiser la gestion des forêts exploitées, pour augmenter le stock de carbone. Le mécanisme, c'est réduire la coupe. Prolongation des cycles de rotation. Donc, si vous voulez faire un projet sur, en abréviation, c'est IFM, c'est-à-dire Improvement Forest Management. Quand vous voulez faire ça là, votre objectif, c'est de réduire la coupe et augmenter les cycles de rotation. Et là, vous avez des co-bénéfices comme production durable du bois, biodiversité. Donc, ça ne vous empêche pas d'exploiter le bois. Ce n'est pas parce que vous faites ce type de projet qu'on ne coupe pas le bois dans la forêt. Mais vous voyez ce que nous, on comprend? Quand vous faites un projet REDD+, c'est pour éviter la déforestation des forêts menacées. Donc, vous devez prouver que ce que vous faites là, si vous ne le faites pas, la forêt là va être totalement coupée. À ce moment, vous êtes dans un projet REDD+. C'est que vous voulez éviter qu'on coupe tout. La déforestation, c'est différent de dégradation des forêts. Donc ici, c'est que vous devez pouvoir prouver que si vous n'avez pas mis en place les mesures là, que la forêt là devait être totalement rasée. À ce moment, vous êtes dans le contexte d'un projet REDD+. Donc vous voyez la nuance. Là, vous allez avoir des compensations. Et là, ça implique aussi les communautés. La question de boisement et reboisement, c'est ça ici. Là, c'est pour créer des nouveaux puits de carbone en plantant des arbres ou en restaurant des écosystèmes. Donc, ça ne vise pas seulement à planter, mais aussi pouvez mener des actions. Donc, la plantation sur des terres dégradées ou non forestières. Donc, là, vous engagez dans des zones soit forestières dégradées ou les zones qui ne sont pas forestières, mais vous voulez les amener à devenir des zones forestières. Donc, ça, c'est important de comprendre les nuances entre les types de projets, sinon, et savoir qu'est-ce que je dois choisir là. Vous voyez? Donc, toutes ces nuances-là dans notre secteur sont... Et donc, ça, c'est des détails. Quand je prends boisement, reboisement, qu'est-ce que ça implique de façon fondamentale? C'est tout ça là qu'on a expliqué en détail. Hein? Ça, c'est une mangrove qui est en train d'être restaurée. Ça, c'est quand je fais un projet de afforestation, reforestation et reverdissement. Quels sont les différents composants? Donc, vous plantez des arbres sur des terres non forestières ou bien vous reboisez dans des terres anciennement forestières mais déboisées ou dégradées, ou bien vous restaurez la couverture végétale, pas nécessairement des arbres, pour améliorer le stock de carbone ou la biodiversité. Donc, parfois on peut mener des actions, pas forcément pour planter, mais des actions qui contribuent à améliorer ces milieux-là. Ce n'est pas tout qui est planter. Pendant quand vous êtes dans des zones arides où vous ne pouvez pas planter, il y a des actions qu'on mène et qui contribuent à améliorer.
donc le stock de carbone. Donc, c'est toujours les différents types de projets. Agroforesterie. Quand je veux faire un projet d'agroforesterie, sur quoi je dois appuyer pour que ça ressemble à un projet d'agroforesterie? C'est toutes ces actions-là qu'on a décrites. Donc, augmenter la séquestration par les arbres et les arbustes, la santé du sol. Par exemple, quand vous menez des actions, les manières de labourer, tout ça là, vous aidez les gens à changer ça. Le renforcement de la biodiversité, vous créez des habitats, vous créez des milieux pour permettre, par exemple, aux pollinisateurs, comment on les appelle, les insectes, de pouvoir survivre et contribuer. Des petits trous, vous créez des dispositifs qui permettent aux animaux de faire leur nidification. Vous ne tuez pas tous les oiseaux qui viennent. Vous créez des conditions pour que les oiseaux viennent se poser et créer les conditions. Comme chez nous, dès qu'on voit un oiseau, il faut le tuer là. Oui, c'est tout ça là qui est dedans comme ça. Donc, vous créez de nouveaux habitats ou des zones d'alimentation volontairement pour que les animaux viennent. Ça dit, il faut créer ces conditions-là. C'est tout ça là qui rentre dans ce qu'on appelle l'agroforesterie. Ce n'est pas seulement la plantation des arbres où tu fais ça. Non, si tu fais tout ça là, amélioration de la gestion de l'eau pour l'agriculture là. Vous créez des conditions pour avoir de l'eau, augmentation de la productivité. C'est-à-dire que vous pouvez, même les zones de pâturage font partie de ça là. Vous avez des zones où les animaux viennent pâturer. Vous créez des conditions pour qu'il y ait plus de fourragères, pour qu'il y ait telle chose. Vous trouvez des espèces appétibles que vous essayez d'enrichir la zone, créer des conditions. Mais comme chez nous, on pense que non, l'élevage là, c'est à éradiquer, alors que les dimanches, vous allez acheter la viande au marché. Mais on dit non, transhumance, ce n'est pas transhumance, c'est l'élevage. Donc, il faut créer les conditions. C'est tout ça là qui rentre dedans. Donc, on avait largement parlé de ce type de projet. Ça, c'est le RED+, ce que ça consiste. Toujours le RED+. Ça, c'est juste une comparaison pour ne pas créer la confusion, entre la gestion améliorée et le RED+. Donc, ça, c'est pour éviter la menace, l'accent doit être mis sur la dégradation et la reforestation. Ici, la menace doit être mise sur la conversion des forêts en terres agricoles. Quand vous êtes dans un projet RED+, vous devez pouvoir orienter votre raisonnement pour dire que si on ne le fait pas, toute la forêt va être convertie en zone agricole. Mais quand vous êtes dans l'option de l'amélioration forestière, vous devez orienter votre action là. Et vous voyez, lui, il est toujours à l'échelle locale. Mais lui, il peut être à l'échelle locale, nationale ou régionale. Et les mécanismes de financement ne sont pas les mêmes. Et les approches aussi. Ça, c'est pour les savanes. Généralement, on pense que les savanes n'ont pas de valeur, alors que les savanes sont très, très importantes. Donc, il faut les différencier. Même la foresterie urbaine se retrouve ici, pour le professeur là. Donc, c'est dans cette catégorie qu'on met tout ce qui est foresterie urbaine et autres là. Et donc, c'est pour améliorer donc, les crédits. Là, il faut les cibles. C'est les prairies, les savanes, les zones arbustives qui sont menacées d'être converties en agriculture. Vous pouvez expliquer ça par l'extension de l'agriculture, l'élevage ou l'urbanisation. Donc, les mécanismes de financement, c'est généralement dans le marché. Donc, ça, je vous montre, ça, c'est un modèle. Ça, c'est, par exemple, le paysage de Fazao. Vous voyez, c'est tellement joli. Vous avez parfois des forêts ici. Ça, c'est les vallées. Vous avez ces savanes arbustives qui sont sur les sommets des collines. Voilà. Et donc, pourquoi les savanes sont importantes? Pourquoi les savanes stockent le carbone? Parce que vous avez certaines graminées qui sont des graminées pérennes, c'est-à-dire qui ont cette touffe-là. Vous voyez la manière dont ça est. Même si le feu brûle, ça ne libère pas le carbone qui est emmagasiné dans la touffe-là. Et là, ça, c'est des graminées pérennes. Ça, par exemple, c'est une espèce qu'on appelle le Schizachyrium sanguineum. Donc, généralement, c'est des espèces pérennes. Et donc, la manière dont c'est formé, ça permet de fixer le carbone. Et donc, même quand on brûle, ça ne va pas libérer le carbone. Ça, par exemple, c'est une sorte de panicum. Donc,
toutes les graminées. Donc, dans les milieux où il y a des graminées pérennes, ces milieux sont plus favorables à ce type de projet. Et donc, vont avoir un lieu, parce que vous savez, les savanes, c'est le lieu des mammifères. Vous ne pouvez pas avoir des mammifères si vous n'avez pas des savanes. Donc, vous ne voyez pas seulement. Donc, parfois, le stock de carbone des sols est plus grand que leurs arbres. C'est là l'intérêt des savanes. Donc, les savanes aussi sont très, très importantes. Et c'est des milieux qui contribuent à une forte résilience parce qu'ils résistent mieux à la sécheresse et aux feux de végétation. C'est pour ça que vous allez voir des méthodes à mettre en œuvre. Il faut planifier la gestion des brûlures. Ce n'est pas chez nous où on dit éviter le feu ou bien interdit. Ce n'est pas interdit. Si vous interdisez le feu, vous allez transformer la savane en forêt. Alors que tout est important. C'est de pouvoir planifier qui est de la savane et qui est de la forêt. Et donc, il faut pouvoir démontrer que vous avez cet équilibre-là, que vous respectez cet équilibre-là et que tout écosystème est important. Alors, la notion de co-bénéfice. Ça, il y a en gros 3 catégories de co-bénéfices parce que les 3 contribuent au développement durable. Donc, quand vous parlez des co-bénéfices, c'est les avantages supplémentaires au-delà du carbone. C'est ça. Au-delà du carbone évité, des émissions évitées ou des stocks de carbone, c'est tout ça là. L'amélioration de la qualité de l'air, accroître la biodiversité, préserver les habitats, protection de l'eau et du sol, maintenir les corridors pour la faune et la flore. Les co-bénéfices sociaux, c'est tout ce qui est emploi, créer les emplois, accès à l'énergie, l'égalité des sexes, accès aux services communautaires comme la santé, l'éducation, parce que les projets carbone peuvent contribuer à construire des écoles, à construire des centres de santé, à construire tout ça là. Donc tout ça là fait partie des co-bénéfices. C'est pour ça que je disais qu'on ne voit pas trop seulement l'argent qu'on va payer, que les crédits carbone vont contribuer à payer. Souvent on est trop focalisé sur ça, alors que c'est ça même le cœur en termes de développement. Non, tout ce qui est création des emplois, si vous faites tout ce qu'on a dit, ça crée de l'emploi, ça va permettre aux gens de travailler, de gagner de l'argent, d'acquérir de l'expérience et de pouvoir suivre. Donc c'est tout ça là, c'est le cœur même des projets carbone. Ce n'est pas le carbone que nous voyons là. Donc c'est quelques projets, il faut toujours les lier au ODD. Donc, vous voyez, tout ce qui contribue à l'augmentation de la séquestration du carbone, ça c'est pour l'ODD 13, climat. Tout ce qui contribue à améliorer les moyens de subsistance, c'est lié aux ODD 1, qui est pauvreté, 3, 8, 6, 17. Donc, il faut toujours les lier aux ODD. Donc, selon les titres, si tu fais un projet de restauration des forêts, voilà comment tu peux argumenter et tu peux essayer de démontrer tes bénéfices. Qu'est-ce qui fait la fiabilité des projets carbone? Donc, vous avez les critères, c'est l'additionnalité. Donc, l'additionnalité, ça signifie simplement que les réductions, les émissions doivent s'ajouter à ce qui se serait passé sans le projet. Est-ce que vous comprenez? Donc, par exemple, quand M. Edou avait dit, par exemple, que si l'Allemagne signe un accord avec le Togo et il va partir à condition que le Togo avait prévu faire la même chose. Vous voyez? Sinon, si tu arrives à dire que, bon, le Togo fait ça, mais n'a pas les moyens pour faire ça là, et donc c'est pour ça que nous intervenons, là tu as justifié ton intervention. Et donc, en ce moment, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Par exemple, il y a un programme de reboisement que le Togo a mis en place. Donc, logiquement, si tu fais un projet comme ça, on ne devrait pas te financer. Mais seulement, tu dois pouvoir dire, comme argument, et ça c'est en bas, tu dois pouvoir dire que oui, le Togo finance le reboisement, mais va faire telle superficie et n'a pas les moyens pour faire ce que je vais faire. Donc, ce que je fais constitue un surplus.
à ce moment, ton projet est considéré comme additionnel parce que ça complète ce que les autres font et ne va pas, les résultats sont déjà là. C'est un peu ça. Et donc, ces notions-là, ils doivent être bien comprises. Et parfois, par exemple, il y a beaucoup de pays qui signent des accords avec les autres parce que les gens voient plutôt les co-bénéfices et pas le monétaire. Et donc, et aussi les engagements. Il y a des pays qui émettent plus que nous. Mais eux, ils le font. Le Ghana a signé avec le Singapour, le Sénégal, ils sont en train de signer avec le Singapour. Il y a plein de pays qui signent dans le cadre de l'article 6.2. Oui, 6.2, qui se fait par les accords bilatéraux et multilatéraux. Donc, c'est de bien comprendre ces aspects-là et voir quand est-ce qu'on dit que c'est additionnel. Une fois que... Mais cela n'est pas facile dans la pratique. Donc, il faut bien justifier. La permanence, il est parfois difficile de garantir que le crédit carbone capturé sera maintenu hors de l'atmosphère pour toujours. Donc, à ce moment, par exemple, un feu qui vient passer peut ramasser tout. Donc, il faut aussi viser des technologies. Donc, la permanence, c'est que vous devez prouver que votre crédit va être stocké pour longtemps. Je parlais des fuites. Donc, il faut prendre les dispositions pour bien protéger les émissions pour que les déforestations ou les activités ne soient pas déplacées. Par exemple, on dit à Lomé, on a pu faire les foyers améliorés, mais on a laissé d'autres milieux qui utilisent plus d'autres foyers. En ce moment, l'action qu'on a fait ici a été simplement déplacée ailleurs. Donc, on doit prendre des mesures. Maintenant, comment on prouve l'additionnalité? C'est ces éléments-là. Pour prouver l'additionnalité, il faut souvent argumenter à partir des barrières financières. Vous pouvez dire que le projet n'est pas économiquement viable sans les revenus de crédit carbone. C'est-à-dire que vous devez pouvoir démontrer que, oui, je peux faire le projet, mais ces effets ne vont pas perdurer si je ne vends pas le crédit carbone. Est-ce que vous voyez? En ce moment, donc, les ventes de crédit carbone qu'on réalise vont contribuer à maintenir la durabilité des actions sur une longue durée. Et c'est ça qui contribue à assurer donc, la permanence des crédits qui ont été évités ou des stocks. Il y a aussi les barrières réglementaires. Vous devez dire que voilà, par exemple, un projet que la réglementation ne permettra pas de régler, de faire ce projet. Mais moi, c'est-à-dire la réglementation nationale ne met pas l'accent pour promouvoir donc, la réalisation de ce projet. Donc moi, mon projet va contribuer à aller au-delà de cette réglementation. La barrière technologique, c'est-à-dire vous utilisez une technologie qui n'est pas courante dans le milieu, qui n'est pas connue, mais vous pouvez démontrer que votre technologie n'est pas disponible dans le milieu et donc c'est une technologie innovante qui va contribuer à ajouter un surplus. Et aussi le baseline, donc comparer les scénarios. Dans certains cas, par exemple, l'intention, c'est-à-dire on utilise même l'intention. Qu'est-ce que le gouvernement a envie de faire? Et les gens vont argumenter pour dire que pendant au Togo, on a l'ambition décennale. Mais les gens disent, bon, donc le Togo veut faire du reboisement. Mais le financement qui est alloué n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif. Donc, moi, je viens faire ça pour compléter cet objectif. Non, là, on utilise l'intention du gouvernement pour justifier la nécessité de réaliser les projets carbone. Je vois, par exemple, dans VS, il y a beaucoup de projets qui sont inscrits ces derniers moments sur la potabilisation de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a ces derniers moments, c'est ça qui est à la page au Togo. Si on ouvre ça, vous allez voir. Il y a un bureau qui aide les gens à inscrire des projets en se basant sur quoi? La réalisation des forages. Et comment ils justifient leur additionnalité? Ils disent que les populations de ces milieux-là utilisent l'eau non potable. Et que pour potabiliser cette eau, ils coupent le bois pour pouvoir chauffer. Et ça, c'est des trucs farfelus. Hein? Et donc, ils disent que mais si eux, ils réalisent un forage, ça amène les gens là à ne plus couper le bois. Et donc, ils ont de l'eau potable.
Et donc, la différence du bois, c'est-à-dire le bois qui ne doit plus couper là, c'est ça qu'eux, ils comptabilisent comme crédit carbone. Vous voyez un peu ça? Mais là, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont aussi trouvé une faille, parce que dans notre CDN, c'est que le secteur là n'a pas été suffisamment pris en compte. Donc, eux, ils dévient, ils ont analysé, ils ont vu. Parce que les secteurs prioritaires, monsieur Edou, il n'y a pas ça dedans, non? Voilà. Donc, eux, ils ont trouvé une faille pour dire que, donc, et vous allez voir, nous, on suit ça hein, dans le système. On voit que beaucoup sont en train d'inscrire des projets comme ça. Et là, vous ne pouvez rien. Vous voyez comment ça se passe. Donc, c'est juste... Mais nous-mêmes, on ne sait même pas. Vous voyez, donc c'est juste... Ils ont contourné. Vous voyez. Donc, c'est quoi? On parlait de tout ce qui est approvisionnement. Donc, j'avais déjà parlé de ces mécanismes. Ça, c'est les mécanismes internationaux. Je vous parlais de MDP, de la T6 points que j'avais présenté. Ça, c'est le marché régional de l'Union européenne. Ça, c'est le marché de Californie. Ça, c'est les standards du marché volontaire. Et donc, qui fournissent les crédits carbone à ces différents types de marchés. Donc, la différence entre mécanisme et marché. Voilà. Et comment ça se passe là, ça circule entre les types de mécanismes et les différents marchés. Donc, maintenant, les facteurs d'appréciation des prix. Donc, vous allez voir que les prix, selon les types de projets, ça, c'est les projets basés sur la nature. Ça, c'est le Corsia. Ça, c'est les projets basés sur l'énergie renouvelable. Ça, c'est les crédits évités. Ça, c'est les crédits supprimés. Donc, vous voyez que les crédits supprimés, leur prix est élevé. C'est-à-dire les émissions supprimées. Comme je l'avais dit, vous avez vu les catégories de projets. Donc, les projets de ce temps-là sont en plus aujourd'hui de valeur sur le marché. Maintenant, quels sont les facteurs? Il y a les attributs des crédits et il y a les facteurs. Donc, si vous avez tout ce qui est lié au marché volontaire conformité, les acheteurs sur le marché volontaire ont tendance à avoir des préférences plus diversifiées que les acheteurs de conformité. Parce que les acheteurs de conformité, c'est tout ce qui est entreprise. Ils ont pris des engagements de réduction des émissions et ils viennent acheter des crédits pour aller respecter leur engagement. Voilà, c'est eux qu'on appelle les acheteurs de conformité. Les gens de marché volontaire, c'est que eux, ils décident volontairement de le faire. Si le projet a beaucoup de co-bénéfices, les crédits, leur prix augmente. Les projets qui ont plus de co-bénéfices. Est-ce que c'est une contribution ou une compensation? Si c'est une compensation, la compensation, c'est quand, par exemple, une entreprise fait de la décarbonation et il lui reste des émissions résiduelles et il vient acheter les crédits carbone pour aller compenser et aller vers ce que nous appelons le net zéro, c'est-à-dire que d'autres entreprises se sont engagées à éliminer totalement leurs émissions. Et c'est ça qu'on appelle les crédits de compensation. Donc, il veut compenser quelque chose. Si c'est élimination ou réduction et évitement. Maintenant, le crédit lui-même, est-ce que le crédit, sa zone géographique, ça influence? Quel type de projet? Est-ce qu'il y a des co-bénéfices? Quel standard est utilisé? Est-ce que le projet est autorisé par l'article 6 de Paris? Est-ce que la date d'émission? Tous ces éléments-là contribuent à influencer les prix. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on dit non, le prix est ceci, on nous triche ou bien non, il y a les attributs et les facteurs. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui déterminent les prix du crédit carbone sur le marché volontaire surtout. Donc voilà, c'est un peu long, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Merci. Le coordonnateur a parlé en citant une difficulté énorme qui est la barrière linguistique. Lorsque nous voulons venir dans ce projet, il faut comprendre au moins l'anglais. Est-ce qu'au niveau du ministère, ce ne serait pas mieux de traduire les documents? Parce que déjà, même tout ce que vous avez dit là, il faut être énergétique pour tenir sur cet élément-là. Donc, je pense que vous pouvez prendre des dispositions pour traduire ces éléments-là. Deuxièmement aussi, c'est que je me demande, est-ce que
Et nous sommes vraiment la vraie cible pour ce projet-là, parce que ceux qui sont en contact avec les forêts et ses consorts, c'est beaucoup plus nos paysans. Nous sommes des hommes de bureau, ou bien. Donc, cet élément-là, il faut considérer ça. Je me rappelle que j'ai fait 5 jours dans un milieu où je me suis retiré pour me recueillir. Les 5 jours, il y a eu toujours eu feu. Lundi, il y a eu feu. Mardi, il y a eu feu. Mercredi, il y a eu feu. Jeudi, jusqu'à ce que j'étais surpris, je demande, est-ce qu'on a vraiment sensibilisé les autochtones? D'accord? Nous avons atteint un niveau où, même à cause d'un petit lièvre, on fait le feu. Donc, merci beaucoup. Dans votre dernière présentation, là, vous avez parlé de prix de carbone en fonction de lieu géographique. Bon, je ne sais pas, lieu géographique, je n'ai pas compris, c'est quels critères qui rentrent dans le lieu géographique là? Merci. Nous, à notre niveau, bon, surtout au niveau de JVE, bon, notre appréhension par rapport au crédit carbone, nous le comprenons comme c'est un système pour bon, nous exploiter, ou bien c'est un système de la colonisation encore. Bon, je voulais poser cette question. Bon, par rapport à cette affirmation, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, parce que nous concevons que le crédit carbone, ce n'est pas une solution pour résoudre le problème lié au changement climatique. Nous, en tant que pays moins avancés, qui faisons partie des pays qui subissent les effets des changements climatiques, dont nous, dans notre conception, bon, nous ne pensons pas que le crédit carbone est une solution. Bon, je voulais poser cette question. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce que le crédit carbone, est-ce que ça nous avantage en tant que pays moins avancé, en tant que pays qui subit les effets des changements climatiques? Bon, c'est vrai qu'il y a des bénéfices au niveau des financières qui sont là. Mais bon, de manière un peu plus profonde, est-ce que vraiment ça nous avantage? Bon, c'est ça ma question. Merci. Je vous remercie pour la présentation qui est vraiment technique. Alors, je voulais savoir dans le concret, une entreprise comme la nôtre, Biopower Africa Group, par exemple, qui se lève aujourd'hui ou qui porte un projet et qui veut le mettre sur le marché carbone. Par rapport à ce que vous avez dit concernant une trentaine de projets qui sont mis sur le marché, mais il n'y a que 11 qui sont passés par le ministère, enfin par le gouvernement, dont 3 sont autorisés. Je voulais savoir, dans le concret, quelle est la démarche à suivre? Merci. La vraie cible, oui, je pense oui, parce que nous sommes moi, je suis dans la gestion des ressources naturelles et nos parents n'ont pas l'expertise nécessaire. Et donc, c'est nous, quand je dis nous, techniciens, politiques, administrateurs, ONG, c'est nous qui sommes à la base de tout. Et donc, quand nous-mêmes nous comprenons bien les choses, ça leur facilite la tâche. Et donc, c'est pour ça, d'abord, il faut que nous ayons les bonnes informations et savoir qu'est-ce que nous devons discuter avec nos parents. Si vous voyez tout ce qu'on a pu dire, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce n'est pas très loin des aspirations des communautés. C'est-à-dire avoir une forêt qu'on ne coupe pas, qu'on ne prend rien, qu'on ne fait pas. C'est ce que la population ne veut pas. Alors que c'est ce que aussi les projets carbone disent, que non, on ne peut pas mettre les forêts sous cloche. Leur gestion durable ne veut pas dire ne rien prélever. Et donc là, une fois qu'on a cette bonne information, ça nous permet de voir quelle action de gestion on va faire avec les communautés. Je peux vous donner un exemple concret. Moi, je suis dans ce domaine avec un peu d'expérience dans plusieurs contextes, mais j'ai toujours été mal à l'aise parce que notre façon de voir la gestion n'est pas très correcte. Moi, j'ai eu des gens qui proposent, par exemple, gérer une forêt. Ils ont proposé comme activité lutter contre les feux de brousse. Donc, ils veulent acheter des machines, des choses pour donner aux populations. C'est l'action, ça. Alors que ça, ce n'est pas une gestion. Tu vois, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle action il faut mener qui veut dire gestion. Pour nous,
faire les documents, faire un plan d'aménagement et aller mettre les bornes et donner des outils pour que les gens luttent contre les feux. Ça, on gère ça. Alors que ça, là, pour moi, c'est inutile. Tu n'as rien fait. La gestion même, c'est qu'est-ce que je fais, comment je organise les communautés. Ils prélèvent quoi? On fait quoi? Chez nous, c'est les feux et le reboisement. C'est les deux activités de gestion. Alors que ces actions-là ne sont même pas de la gestion. Donc, une fois qu'on partage ces éléments, ça nous permet de nous armer nous-mêmes et voir qu'est-ce que nous devons mettre comme action à proposer à nos parents. Et donc, voilà, je pense que j'ai répondu. La géographie, c'est par exemple, quand tu prends l'Afrique d'abord, si tu fais un projet en Afrique, tu sais que l'Afrique est divisée en différents blocs. Si tu fais un projet en Afrique de l'Ouest, tu n'auras pas les mêmes prix qu'un projet en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Est ou au Congo, dans le bassin du Congo. Si tu fais un projet dans une zone savanicole, tu fais un projet, donc c'est en Afrique du Nord, comme les pays Maroc, Tunisie, tout ça là. Donc les prix ne sont pas fixés au même niveau parce que les conditions cadres des pays ne sont pas les mêmes. En fait, c'est ce qu'on veut dire par là. Les conditions cadres qui permettent de voir la faisabilité, comment organiser, on évalue tout ça là. Tu vois. Et aussi, on évalue notre législation. Par exemple, parmi les pays africains, pour tout ce qui est mécanisme carbone, le pays qui est très loin, le bien noté, il n'y a pas comparaison, c'est le Ghana. C'est le Ghana. Parce que la législation est la meilleure. Et quand vous allez dans les séminaires au niveau international, c'est toujours le Ghana. En Afrique, c'est lui on présente comme référence. Donc, si tu fais un projet au Ghana, son prix va changer. Vous voyez? Et donc, c'est juste pour ça. Et système de colonisation ou d'exploitation, est-ce que c'est la solution pour le changement climatique? Ça reste un peu au niveau philosophique. Je comprends, JVE, c'est une ONG. Et donc, c'est aussi bien d'avoir ce type d'acteurs qui ont cette façon de voir les choses pour nous permettre d'avancer. Mais moi, en tant que technicien, je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour l'Afrique. Est-ce que vous voyez? Le système de crédit carbone, vous savez que l'Afrique ne met pas beaucoup, mais les crédits carbone, ce n'est pas des projets d'atténuation. Si vous voyez très bien, vous pouvez bien faire des projets d'adaptation. Et donc, c'est de façon imbriquée. Ce n'est pas les projets spécifiquement d'atténuation, c'est des projets imbriqués. Quand vous voyez les co-bénéfices que cela entraîne. Et aussi, cette façon je vois d'autres qui ont tendance à dire que les projets carbone, c'est pour nous coloniser, prendre nos terres. Non, les crédits carbone ne prennent pas les terres. Si vous comprenez la notion de l'additionnalité, vous allez comprendre qu'en fait, si quelqu'un il ne prend pas nos terres, il ne prend pas nos forêts, et il ne vend pas nos forêts, parce que si je prends le parc Fazao Marfa-Kassa, moi j'ai fait une étude scientifique qui est publiée sur une partie du parc pour évaluer le stock de carbone dans le parc. Et on avait fait les biomes ratios. Bon, ça c'est des détails trop techniques. Donc, il y a une évaluation, une estimation qui est là. Mais si vous voulez faire un projet carbone, cette estimation-là ne fait pas partie. C'est-à-dire que les arbres, les écosystèmes du parc qui sont actuellement là ne peuvent pas faire l'objet de vente. Maintenant, quand la personne va mener ses actions, ce qu'il va contribuer à ajouter à ce qui est déjà là, c'est ça qui est comptabilisé pour être vendu. Mais généralement, on pense que non, c'est ce qui est là qu'on va aller vendre. Non, c'est pour ça qu'on doit bien comprendre la notion de l'additionnalité.
Je ne suis pas un défenseur des projets carbone. Mais mon point de vue, c'est que ce n'est pas que du CO2, mais c'est au-delà. C'est en termes de co-bénéfice. C'est des projets de développement. Et si nous-mêmes, on se prend bien, si on fait vraiment les projets comme cela se doit, où on exécute les activités telles que c'est inscrit, parce que là, c'est mon problème avec la plupart des ONG qui décrivent bien les choses sur les projets et sur le terrain, ils font autre chose, mais ils vont écrire autre chose dans les rapports. Et là, c'est finalement ça qui est plutôt le gros problème. Sinon, vous allez voir que les projets carbone, c'est aussi une des solutions. Ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas que c'est ça seul, mais c'est un des problèmes, un des mécanismes de solution. Donc, c'est, entre autres, seulement que peut-être notre niveau, ça il faut le reconnaître, notre niveau, un peu, la technicité, on est un peu en retard. Il nous faut beaucoup de formation pour parvenir à bien maîtriser ça. Donc, je reviens sur la question de l'anglais. Le gouvernement, tous les tests que nous faisons, c'est en français. Mais là, pour enregistrer les certificateurs et autres là, ce n'est pas le rôle du gouvernement. Tous les documents là sont en anglais. Donc, si pour le gouvernement, tu dois toujours faire en français. Mais pour aller enregistrer, tu dois traduire. Tu dois le mettre en anglais. Mais pour s'adresser au gouvernement, tout est en anglais. Même la réglementation, c'est en français. Mais pour qu'on ne fasse pas fausse route, tout est en anglais. Il y a même les Français, lui, il est italien. Il n'y a pas un type, il n'y a pas ça en italien. Ils doivent traduire en anglais. Donc, c'est la langue, c'est pour tout le monde. Je suis Mlangani Kodjo Moïse de l'Organisation des jeunes engagés pour le développement durable, Project. Ma question, merci d'abord pour la présentation. Ma question, c'est de savoir si le crédit carbone n'encourage pas la loi de pollueur-payeur. Merci. Donc, vraiment, merci à tous les intervenants. Je voudrais commencer par la dernière préoccupation qui est de mon ami, qui cherche à savoir quelle est la démarche à suivre pour soumettre les projets carbone au niveau de notre pays. Je crois que depuis le lundi, les collègues l'auraient déjà dit que le gouvernement togolais s'est engagé dans ce processus en prenant un décret depuis 2023. Donc, à la suite de ce décret, il y a des tests d'application, c'est-à-dire des arrêtés d'application qui ont été également pris. Il y a 5 arrêtés d'application. Il reste encore d'autres qui sont en cours de préparation. Donc, toute la documentation est là, la procédure à suivre. Mais ce que je peux vous dire, une fois vous avez identifié l'activité qui peut contribuer soit à éviter les émissions, soit à réduire les émissions, il faut adresser une lettre officielle au ministère de l'Environnement, qui est l'autorité nationale désignée, avec un secrétariat technique à la direction de l'environnement. Votre dossier sera étudié et une réponse vous sera accordée s'il faut poursuivre le développement du projet ou pas. Parce que vous avez compris à travers tout ce que le collègue a présenté, les engagements que ce travail demande en termes de mobilisation des ressources et que vous pouvez réaliser des études de faisabilité et à la fin, vous vous rendez compte que les études de faisabilité ne sont pas concluantes, c'est-à-dire ne vous encouragent pas à poursuivre le développement du projet. Ça veut dire que tout ce qui est dépensé, c'est du gâchis. Donc, c'est un processus, avant de se mettre dedans, avant d'engager ce processus, il faut beaucoup réfléchir et avoir les business plans, les études de faisabilité qui montrent clairement une valeur ajoutée. Le collègue revient toujours sur les co-bénéfices, l'additionnalité. C'est très important pour répondre à notre ami qui pense que c'est une forme encore de colonisation. Oui, c'est une forme de colonisation, mais qui peut nous permettre, nous, en tant que pays moins avancé, d'aller vers l'éradication de notre pauvreté. Ça, il faut le dire. Toutes ces initiatives d'atténuation, le premier objectif que cela poursuit, c'est comment aller vers l'éradication de la pauvreté. Ça, il faut qu'on se dise sincèrement la vérité. C'est comment aller vers l'éradication de la pauvreté. Suivra les réductions d'émissions, avec tout ce qu'il a démontré comme co-bénéfice. Et justement, c'est ça qui justifie l'importance de ce projet. Donc, ce n'est pas vraiment aller vers une
nouvelles formes de colonisation. C'est très important. Et il a déjà parlé des critères d'éligibilité. Je voudrais rappeler que si nous restons dans la dynamique telle qu'il a dit, dans le domaine des projets de foresterie et autres affectations des terres, il faut faire beaucoup attention. Le problème des langues que le professeur a posé va jusque-là. Parce que s'il faut mener une activité sur les terres, il y a les collectivités. Ah, mais il va falloir que les communautés, à la base, comprennent au mieux le processus, les co-bénéfices, les partages des bénéfices, comment ça doit se faire. Il faut qu'ils comprennent. S'ils ne comprennent pas, mais le processus ne va pas arriver à terme. Après, c'est des plaintes. Il a dit, les fuites, les problèmes vont démarrer. Et là, ça va agir sur votre travail. Et fondamentalement, vous avez démarré le travail avec un capital. Ça va agir sur votre capital. Donc, c'est un élément fondamental. Et l'autre point sur lequel je voudrais revenir toujours par rapport à ces projets carbone, il a dit, c'est la question de transparence à haute dose. Excusez-moi, ce n'est pas pour faire peur à qui que ce soit, mais c'est la question de transparence. Il a dit, les MRV, avec toutes les parties prenantes, on doit savoir qui fait quoi, comment il le fait, quand est-ce qu'il le fait, et à qui il rend compte. C'est la transparence totale. Donc, c'est un mécanisme. Vous savez que quand on parle de marché, un business, c'est qu'il faut comprendre qu'il doit avoir des faux. Et on met tous les moyens nécessaires pour éviter ce faux. C'est pour ça qu'il y a la transparence. Et qui est à haute dose dans ce processus, dans ce mécanisme. Et donc, il faut faire beaucoup attention de ne pas s'engager. Et plus tard, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas arriver à la fin. C'est un élément fondamental. L'autre élément, c'est les questions d'équité. Ces questions d'équité qui renforcent également la transparence et qui renforcent les questions de partage des bénéfices. Surtout quand c'est les projets liés à la foresterie et autres affectations des terres qui impliquent des communautés à la base. C'est extrêmement important. Et je voudrais appeler à notre attention qu'il ne faut pas que quelqu'un ait peur de la langue. Nous, les francophones, nous sommes mieux que les anglophones. Parce que, je vous le dis en toute honnêteté, quoi qu'il en soit, nous sommes mieux, 1000 fois mieux que les anglophones. Les anglophones ne comprennent même pas le français. Ils n'arrivent même pas à lire. Nous arrivons à lire l'anglais. Nous comprenons peut-être que c'est le parler qui est notre problème. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. Donc, n'ayez pas peur d'engager le processus. Étant donné que c'est un business, soyez-en sûrs qu'on met tous les garde-fous pour aller de l'avant. Et le collègue l'a dit, toute la documentation au niveau du pays, c'est en langue française. Et le professeur a soumis une doléance. Nous avons pris bonne note. Toute la documentation que nous mettons à votre disposition, on va faire des efforts pour que cette documentation soit traduite en version française pour permettre à toutes les parties prenantes d'avoir une même compréhension. Voilà, monsieur le modérateur, pour vous permettre d'aller plus vite, quelques éléments de complément. S'il y a d'autres questions, nous sommes là pour apporter des éléments de réponse. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Lida Onadine Panissi, étudiante en master de forêt et changement climatique à l'Université de Lomé. Alors, je vous remercie d'abord pour votre présentation. Et parlant des espèces qui font objet dans le secteur de foresterie, j'aimerais savoir, est-ce que les espèces à caractère économique, parlant du teck et le mélina, sont exclues des projets carbone? Et aussi, si c'est le cas, quelles sont les espèces déjà éligibles dans ce cadre de projet? Il y a aussi le contexte de localisation géographique. Est-ce que la valeur des projets carbone ont avec les répartitions écologiques de certaines espèces? Tenant compte de cela, que les prix sont fixés, voilà un peu les zones d'ombre que j'aimerais qu'on éclaircisse pour moi. Merci. Très rapidement, oui. Et d'abord, les espèces que vous avez citées, sinon vous perdez d'emblée. Si vous utilisez certaines espèces, vous perdez d'emblée les co-bénéfices environnementaux. Et donc, si par exemple vous utilisez une espèce à caractère exotique et envahissante, ça veut dire que vous êtes en train plutôt d'agir contre la biodiversité. Et donc, vos crédits ne pourront pas être vendus. Ça, il faut le savoir.
Donc, ce n'est pas quelqu'un qui dit, mais il faut toujours prioriser les espèces locales qui ont une forte valeur ajoutée en termes de biodiversité. Et comme vous le savez, le TEC n'est pas du Togo, Melina n'est pas du Togo, donc c'est à vous de faire votre propre opinion pour savoir ce que vous devez utiliser. Parce que ça, c'est un. Et vous-même, si vous allez faire une petite recherche pour voir quel est l'impact du TEC et de Melina sur la biodiversité locale, vous allez trouver plein d'informations. Donc, ça vous permettra de savoir quelle espèce on doit utiliser, quelle espèce qui est conseillée. L'autre question, c'était quoi là? La seconde question? Les zones. Oui, l'écologie influence beaucoup. Si, par exemple, tu fais un projet dans la zone forestière, la zone 4, la capacité de stockage n'est pas la même chose que lorsque tu le fais en savane. Vous voyez? Parce que les conditions écologiques, à la fois stationnaires et régionales, influencent beaucoup. Si tu fais un projet en zone savanicole, tu sais que la croissance des arbres est faible et la densité des arbres aussi. Leur hauteur, tu n'auras pas des arbres avec une bonne hauteur pour avoir une quantité de carbone. Bien que leur densité soit élevée, si leur croissance, les hauteurs ne sont pas, les hauteurs totales ne sont pas grandes, donc ça va agir sur la biomasse. Donc oui, ça influence. Donc y compris tous les autres facteurs, surtout environnementaux. Si tu fais un projet qui va par exemple contribuer à réduire les superficies cultivables des gens et que le vérificateur vient voir que tu as pris cette terre-là de façon illégale, ça ne va pas contribuer à aider ton projet. Donc, c'est beaucoup d'exigences. C'est pour ça que je parlais des exigences juridiques. Le PALCC+, agir ensemble pour la biodiversité et le climat.